Polémique autour de l'élection du Rwanda comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. 24 heures après cette élection, les réactions fusent de partout. À Kinshasa, on ne cache pas son indignation, mais beaucoup pensent que cela ne changera rien en la détermination des Congolais de faire échec au plan de balkanisation de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge de la Défense, sauvé par l'Assemblée nationale, la représentation nationale a rejeté la motion de défiance qui visait sa gestion de la situation sécuritaire dans l'est du pays. L'homme devait pousser un ouf de soulagement après un long et houleux débat. Diomi Ndongala et Roger Lumbala ne se présenteront peut-être jamais à l'Assemblée nationale pour s'expliquer. Les deux députés, objet des réquisitoires du procureur général de la République, ont trouvé des belles excuses. Le premier invoque des problèmes de santé tandis que le second exige des mesures de sécurité spéciales. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal et merci de nous regarder sur la télévision républicaine. Le Rwanda, élu membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, le pays a obtenu 148 suffrages lors d'un vote à l'Assemblée générale des Nations unies jeudi. Le mandat est de 2 ans à partir du 13 janvier 2013. Une élection qui intervient alors qu'un rapport final des experts des Nations unies confirme le soutien de Kigali et de Kampala à la rébellion du M23 qui déstabilise la partie est de la République démocratique du Congo. Patrick Chamala, commentaire. Pour avoir son siège à l'ONU, le Rwanda a obtenu les 2 tiers de suffrages nécessaires après un vote à l'Assemblée générale. Le Rwanda était en fait le seul en lice pour le siège africain au Conseil de sécurité d'une durée de 2 ans, actuellement occupé par l'Afrique du Sud. Pour soutenir sa candidature, le pays de 1000 collines s'est présenté comme le 6e pays contributeur en troupes pour le maintien de la paix et en pointe dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Cependant, c'est une élection qui tombe au moment où le même Rwanda est accusé par un rapport final des experts de la même Organisation des Nations Unies de déstabiliser la partie est de son voisin, la RDC. Quoique seul candidat africain, nombre de diplomates sont restés circonspects compte tenu de ce costume peu reluisant du candidat rwandais. Autant souligner que cette fois, les experts de l'ONU sont allés bien plus loin. Ils ont pu décortiquer les circuits de l'exploitation illégale des richesses minières du Nord Kivu au profit du Rwanda et dans une moindre mesure de l'Ouganda. Ils mettent aussi en lumière l'importance de l'Ouganda dans la crise, cet autre pays limitrophe étant présenté comme la capitale politique du M23. Pour beaucoup dans l'opinion congolaise, cette élection est donc une absurdité, une aberration. Surtout que ce choix intervient au lendemain d'une requête du gouvernement congolais qui veut obtenir des sanctions de l'ONU à l'encontre des hauts responsables rwandais et ougandais. Comment peut-on faire d'un pays sur lequel des preuves d'agression pèsent, membre non permanent soit-il, d'un organe aussi important de l'ONU, de surcroît celui chargé des sanctions et d'autoriser des interventions militaires, s'interroge-t-on. À ce propos, des observateurs internationaux veulent bien espérer que la présence du Rwanda au Conseil de sécurité pourrait avoir un effet positif sur la crise en République démocratique du Congo. Mais très vite, ils se rendent à l'évidence que c'est l'effet inverse qui risque bien de se produire. On se rappellera que lors de la clôture du sommet de la francophonie à Kinshasa, Kigali a émis des réserves sur l'appel lancé au Conseil de sécurité de l'ONU en vue d'adopter des sanctions ciblées contre tous les responsables des exactions commises dans l'est de la RDC. Mais en dépit de tout, beaucoup d'autres n'y trouvent pas un motif de se leurrer. Il ne faut pas se faire d'illusions. En tant que membre non permanent, le Rwanda n'a pas un droit de veto. Seuls les 5 membres permanents que sont les États-Unis d'Amérique, la Chine, la France, la Russie et le Royaume-Uni détiennent jalousement ce pouvoir. Les Congolais ne devraient donc pas pour autant avoir des regards éplorés. À Kinshasa, l'élection du Rwanda comme membre du Conseil de sécurité des Nations unies a surpris l'opinion pendant que tout le monde attendait plutôt des sanctions de la communauté internationale contre le Rwanda. Cette même communauté promeut les agresseurs des Congolais, disent-ils.
Mais les Congolais ne s'avouent pas pourtant vaincus. Rosawa Zigudiaï et Serge Chakonyembo Pandje. C'est inadmissible. C'est en ces termes que la population quinoise exprime son mécontentement après l'élection du Rwanda comme membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Au moment où les Congolais attendent voir le Rwanda et l'Ouganda être sanctionnés pour leur implication dans l'agression de la RDC, d'après les derniers rapports finaux de l'ONU, c'est la même ONU qui crée la surprise en récompensant les autorités de Kigali, regrette-t-il. Ici est vraiment dommage que l'institution internationale qui est censée régir les relations entre États et de maintenir la paix et la stabilité du monde commet de l'injustice de manière flagrante. Parce qu'il est à la limite une insulte à la paix et à la sécurité au monde. Comment est-ce que l'ONU, avec leurs compétences, vont faire une histoire comme ça, prendre un pays agresseur qui dérange dans le continent? C'est une erreur, c'est une incompétence totale de ceux qui avaient pris cette décision. Moi, je ne tolère pas ça, parce que la communauté internationale savent que les Rwandais agressent pas mal la RDC. Leurs élections, pour moi, on peut les annuler, parce qu'on ne peut pas donner cette concession, on ne peut pas donner telle attribution à des pareils pays qui est en train d'agresser d'autres pays. Non, non. Néanmoins, il appartient aux Congolais de prendre désormais conscience que leur salut ne peut venir que d'eux-mêmes, exhorte cet ordre. Il faut que les Congolais prennent conscience que nous vivons dans un monde où c'est la loi du plus fort qui est la meilleure. Et les Congolais doivent s'organiser pour être aussi forts que le Rwanda. Voilà, les Rwandais s'imposent parce qu'ils ont organisé une force autour de les Congolais qui prennent conscience et qui travaillent sérieusement, qu'ils arrêtent les petites querelles infantiles qu'ils développent. Ça n'a aucun sens. Comme quoi, à côté de la déception, les Congolais s'arment de courage pour faire échec au plan de balkanisation de leur pays. Notez que 4 autres pays ont été élus membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit de l'Argentine, de l'Australie, de Luxembourg et de la Corée du Sud, alors que le Togo et le Maroc sont les 2 autres pays africains qui gardent leur siège jusqu'en décembre, bien sûr, 2013. Le vice-premier ministre en charge de la Défense sauvé par l'Assemblée nationale, la Chambre basse du Parlement a rejeté la motion de défiance. Alexandre Loubatambo, plus de 200 élus du peuple sur les 385 présents dans la salle ont voté contre la motion initiée par un député de l'opposition, Albert Fabrice Pouella. Ce dernier accusait le patron de la Défense d'une mauvaise gestion de la guerre dans la partie est du pays. C'était ouf de soulagement pour Alexandre Loubatambo, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, maintenu dans ses fonctions à l'issue d'un exercice parlementaire à la hauteur de sa charge. La motion de défiance initiée contre lui a été rejetée à l'issue du vote conformément à la Constitution et au règlement de l'Assemblée nationale. L'initiateur, le député national Albert Fabrice Pouella, accusait le ministre Louba d'incompétence notoire dans la gestion de la crise sécuritaire au Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Bien que la question ait tout son sens, les élus du camp présidentiel n'ont pas voulu voir leur ministre tomber à cause d'une motion de l'opposition. 202 voix pour le maintien du ministre et 164 contre, un résultat salué par la majorité qu'elle qualifie de judicieux et démocratique. Mais du côté de l'opposition, l'on déplore le choix de la majorité, le qualifiant de complaisant. Rappelons que cette motion de défiance contre le ministre avait été introduite à l'Assemblée nationale à la mi-juillet, après que les rebelles du M23 avaient conquis plusieurs localités dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Affaire Roger Lumbala et affaire Eugène Diomindongala, ça piétine les 2 députés nationaux, objet de réquisitoire du procureur général de la République, ont présenté des excuses
Diomi Ndongala a adressé une lettre à Aubin Minakou dans laquelle l'homme indique qu'il est malade et pourrait subir une intervention chirurgicale dans les prochaines heures. Pour sa part, Roger Lumbala Chitenge, encore en exil en France, pose des conditions d'ordre sécuritaire. Commentaire. Attendu jeudi dernier pour s'expliquer devant l'Assemblée nationale sur le réquisitoire du procureur général de la République, Eugène Diomi Ndongala invoque des problèmes de santé. L'homme a adressé une lettre au président de la Chambre basse du Parlement avec en appui un bulletin médical indiquant qu'il est malade et pourrait subir une intervention chirurgicale dans les 48 heures. Une excuse qui pousse l'Assemblée nationale à tempérer sa démarche en dépit des insistances du procureur qui réclame la levée des immunités parlementaires contre lui pour abus sur mineurs. Les députés nationaux ont donc choisi de suivre l'évolution de la santé de leurs collègues pour éviter tout acharnement. Quant à Roger Lumbala, contre qui le procureur général de la République réclame des poursuites judiciaires pour haute trahison et création d'un mouvement insurrectionnel, l'Assemblée nationale avait accordé 5 jours à ce dernier en vue de présenter ses moyens de défense. Mais l'homme monte les enchères. Reçu ce vendredi sur la chaîne de télévision Africa 24, il affirme qu'il veut avoir des garanties de sécurité avant de répondre à l'invitation de la représentation nationale. Exilé en France et accusé par le gouvernement congolais de complicité avec les auteurs de la déstabilisation du pays, le président du RCDN, c'est son parti politique, se dit disposé à venir à Kinshasa pour présenter sa version des faits. Mais il souhaite que sa sécurité soit assurée par la MONUSCO et le HCR pendant tout le temps qu'il sera appelé à répondre aux questions de l'Assemblée nationale. Si pour le cas Diomi, l'Assemblée a pu prendre l'option de suivre l'évolution de sa santé, la décision risque d'être plus difficile à prendre pour Roger Lumbala, qui exige des mesures de sécurité spéciales. Dans tous les cas, les deux affaires constituent une épine sous le pied de la représentation nationale. Il ne sera visiblement pas facile de la retirer. Le vice-premier ministre et ministre de Budget annonce le début dès la semaine prochaine de l'opération de la paie des fonctionnaires par voie bancaire au niveau des chefs-lieux de toutes les provinces du pays. Les équipes y ont été déployées, comme le fait savoir notre envoyé spécial à Kisangani, Adam Chemissi Bosendou. Oui, après Kinshasa, où désormais les agents de l'État touchent leur salaire par voie bancaire, cette opération dite de bancarisation s'étend au niveau des chefs-lieux de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Les missions de sensibilisation et d'évaluation ont simultanément été déployées à l'intérieur du pays par le vice-premier ministre et ministre du Budget, Daniel Mukosomba. Il s'agira concrètement, dans un premier temps, de sensibiliser le public et les bénéficiaires sur l'importance de la bancarisation de la paie des fonctionnaires, de s'assurer dans un deuxième temps du bon déroulement des opérations d'identification et d'ouverture de compte et enfin encadrer la paie par voie bancaire de ce mois d'octobre. L'équipe de Kisangani, conduite par Fabrice Tibouyi, secrétaire permanent de la réforme de la paie, est arrivée ce vendredi à 11h, heure locale, au chef-lieu de la province orientale. La délégation a été reçue par le chef de division provinciale chargé des finances. Ils ont suivi une réunion technique de haute facture sur l'objet de la mission entre les membres de la délégation, le chef de division provinciale du budget, celui des finances, le directeur de SECOPEP. Le ministre provincial du budget, Roger Androzo, qui tenait à échanger avec la délégation venue de Kinshasa, affirme qu'il attache beaucoup d'importance à l'opération de bancarisation car elle permettra, fait-il savoir, d'assainir le circuit de la paie. Une autre réunion préparatoire avec la BCC, les responsables des banques, les ministres concernés, domiciliés au chef-lieu de la province est programmée pour le lundi 22 octobre prochain. Disons que cette mission est bien lancée. Adam Chemissi, depuis Kisangani, pour Télé 7. Dans les domaines des infrastructures, tout particulièrement celui des routes, le gouvernement met les bouchées doubles. Le ministre en charge des ITPR, Fridolin Kasueshi Moussoka, a conduit une délégation ce vendredi au site de Bouma dans la commune de Lansele.
ensemble avec son collègue des affaires foncières et les gouverneurs de la ville, ils sont allés voir comment viabiliser ce site sur instruction du chef de l'État. Reportage, Jémi Madiane, Mogo Mambassa, Élisée Bilonda Kassonga et Blanchard Kandolo Onzei. Doter la République démocratique du Congo des infrastructures viables, c'est l'objectif à court et long terme que poursuit le gouvernement. C'est ce qui explique cette descente du ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, avec son collègue des affaires foncières et le gouverneur de la ville de Kinshasa, dans le regroupement de Bouma, dans la commune de Lantsele. Ils l'ont fait à la demande du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, d'autant plus que ce site héberge la résidence du patriarche Antoine Gizenga Fundi, cette icône de la politique congolaise. Fridolin Kasweshi Moussoka précise l'objectif de cette démarche qui est celui de rendre ce site viable. Il faut faire l'adduction d'eau potable, fournir l'électricité et la réfection des voies de circulation en commun. La liste n'est pas exhaustive. Nous aurons une gestion de 10 projets où on aura un chef de projet qui va se baser sur toutes les études qui vont se faire avec les différentes disciplines et c'est à l'issue de ces études qu'on pourra déterminer les échéances qui seront certainement modulaires de manière à ce que l'on puisse voir quelle priorité prendre, notamment la route d'accès et puis certainement l'électricité. Pour sa part, André Kimbuta Yango ne peut se réjouir de cette initiative du chef de l'État. Nous avons des institutions pour viabiliser d'abord ce quartier. Donc le site devient viable. Donc quand on dit viable, c'est-à-dire penser à mettre de l'eau, de l'électricité, arranger la route. Il y a d'abord cet aspect. Et puis le reste du quartier, il faudra bien le conserver. Il faut le reboisement, donc il faut encore planter des arbres. Le ministre de la TUITPR et son collègue des affaires foncières en ont profité pour prendre note des réalités de ce nouveau quartier. Clôture jeudi à l'Académie de Beaux-Arts de l'exposition Vente du village des artistes congolais, organisée par le Conseil national de la culture en marge du 14e sommet de la francophonie. Ces expositions avaient pour but de valoriser la culture congolaise à travers les artistes, peintres, sculpteurs, céramiques, mais aussi des comédiens, écrivains, modélistes et autres ont chacun fait découvrir ses œuvres au public. Rosawazi, Monique Nkunda et Cédric Dibou, reportage. Ouverte depuis le 12 octobre, l'exposition des ventes des œuvres des artistes congolais initiée par les Conseils nationaux de la culture s'est clôture sur une note d'espoir. Au nom du Premier ministre Matata Ponyo, les conseillers principaux en charge des affaires sociales et culturelles, le représentant du ministre de la Culture et Arts, les directeurs généraux de l'Académie des Beaux-Arts, mais aussi Maître Toro, ces monuments vivants considérés comme le baobab de la culture congolaise, assistent à cette cérémonie. Tous saluent l'initiative et l'exposition et reconnaissent les succès de cette première. Mais j'ai retenu une chose, comme homme de culture et comme représentant de l'autorité gestionnaire du pays à cette manifestation, j'ai le devoir de lui faire le rapport afin que le Conseil national de la culture retrouve sa place au sein de la nation congolaise au même titre que les autres structures comme la FEC. Ému, Jean-Marie Tantoumei ne manque pas de remercier le gouvernement pour son appui, mais aussi les artistes qui ont accepté de prendre part à ces carrefours de la culture congolaise. Qu'il nous soit permis de remercier vivement et très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, et son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République, chef de gouvernement, Monsieur Augustin Matata Ponyo, pour leur soutien et leur attention très particulière à la culture de l'esprit. Cela n'arrive pas tous les jours. Balumbwil, artiste peintre, explique lui aussi l'avantage de cette exposition qui n'est pas seulement une vente des œuvres, mais aussi la preuve de la créativité congolaise. Ce qui est vrai que nous avons exposé, nos œuvres parlent. Il n'y a rien qui est exposé ici par hasard, tout ça sont des langages.
Le Conseil national des cultures promet d'améliorer dans l'avenir les imperfections constatées lors de cette première édition du Village des artistes congolais, qui est un ballon d'essai vous fixe rendez-vous pour la prochaine rencontre. Le Camerounais Jean-Marie Ngonji, venu à Kinshasa pour prendre part au sommet de la francophonie, voudrait laisser des empreintes indélébiles. L'homme est allé ce matin au Centre national de transfusion sanguine de Bandalungwa pour donner son sang. Ngonji voudrait à travers ce geste sauver des vies humaines de quelques Congolais. Cet exemple à suivre selon le docteur Sylvain Youma Ramazani, directeur national de ce centre, mérite bien d'être encouragé. Mariam Boya et Fiston Bouini. Le don du sang, cet acte volontaire et bénévole, est moins connu du grand public à Kinshasa. Le Centre national de transfusion sanguine de Bandalungwa, qui possède 2 cabines, l'une mobile et l'autre fixe, ne reçoit que 20 à 25 personnes par jour. La plupart de donneurs ne le font qu'en cas de besoin. Jean-Marie Ngonji Mbangate, ce sujet camerounais, venu à Kinshasa pour le sommet de la francophonie, a jugé bon de laisser une poche de sang en guise de don pour la population congolaise. Il recommande à ses frères africains en général et congolais en particulier de suivre son exemple car le sang sauve des vies. Et à travers ce don que nous venons de faire ce matin, nous voudrions, n'est-ce pas, stimuler les Congolaises, les Congolais, et même ceux qui ne sont pas Congolais, d'aller dans les différents centres de transfusion sanguine pour donner un peu de leur sang pour sauver les vies. Christian Lissassi, un autre sujet étranger de passage à Kinshasa, appelle les jeunes Kinois à faire la même chose. Si on peut sauver la vie de plusieurs personnes à travers ce que moi je donne aujourd'hui, c'est que je pourrais dire, je vais encourager les autres qui ont le même tranche d'âge que moi de venir aider nos frères qui en ont besoin. Ému de recevoir exceptionnellement les étrangers pour le don de sang, le directeur du Centre national de transfusion sanguine encourage cet acte d'amour. C'est vraiment un sentiment de reconnaissance parce que vous imaginez les gens qui sont venus dans le cadre de la francophonie et qui viennent donner leur sang, c'est-à-dire au-delà des... Ils ont été, parce que quand on a eu à s'entretenir avec eux, ils ont été émerveillés par l'organisation de la francophonie dans notre pays. Et pour eux, je pense, ils m'ont dit, le seul cadeau qu'ils peuvent laisser à la RDC, c'est de pouvoir donner une unité de sang. La ville de Kinshasa, qui compte un peu plus de 10 millions d'habitants, devrait réunir plus de dons de sang en faveur des nécessiteux. Ces illustrations feront école pour le bonheur de la population congolaise. Et en dehors de chez nous, sachez que les 27 pays de l'Union européenne se sont entendus pour mettre en œuvre une supervision unique dans la zone euro. En clair, 6 000 banques seront soumises à la supervision de la Banque centrale européenne. C'est un compromis franco-allemand trouvé lors du Conseil européen à Bruxelles. Africa 24, reportage. Des 27 pays membres. Parmi eux, David Cameron, le Premier ministre britannique, ou encore le très attendu couple franco-germanique François Hollande et Angela Merkel. Au menu des discussions, l'union bancaire entre les 27 pays membres qui reste un vrai défi pour l'Union européenne. Je pense que nous devons arriver à de bonnes décisions dans le cadre de ce Conseil, qui est un Conseil qui se produit dans un environnement certes très dur sur le plan social, sur le plan économique, avec des chiffres de croissance qui ne sont acceptables par aucun pays, pas plus par l'Allemagne que par la France, mais qui n'est pas sous la pression des marchés. Donc ça nous donne plus de force encore pour aller vers les objectifs que nous étions fixés. Si le président français souhaite aller vite, tout le monde ne partage pas cet optimisme. La chancelière allemande, elle, préfère temporiser et voir ce Conseil comme une simple étape avant toute prise de décision. Nous devons travailler rapidement et bien sûr au mieux. Nous nous intéressons à plus de coordination économique, en particulier dans la zone euro, puis à l'exercice d'une meilleure coopération fiscale. Notre dernier point sera la légitimation démocratique, à savoir comment nos parlements et le Parlement européen peuvent y participer. Ce ne sera pas un conseil qui prend des décisions. Nous allons préparer les décisions pour décembre, mais il faut préparer le terrain car nous avons beaucoup à faire. Le Conseil de l'Union européenne prendra fin vendredi.
Il s'agit de la 4e rencontre des dirigeants européens cette année. Les deux candidats en lice pour les élections américaines ont déjeuné ensemble. Barack Obama et Mitt Romney ont, après un long moment de campagne, fait une courte pause avant de s'affronter bientôt pour le prochain tête-à-tête. Une fois de plus, retrouvons nos confrères de Africa 24. Du répit, le temps d'une soirée de gala. Le président américain Barack Obama et le candidat républicain Mitt Romney sont apparus ensemble lors d'une soirée caritative jeudi. Une occasion en or pour les deux candidats à la Maison-Blanche de faire une courte pause dans leurs campagnes respectives. Maintenant, Al, vous avez raison. Une campagne peut exiger beaucoup de changements de garde-robe, jean bleu le matin peut-être, des costumes pour un déjeuner de collecte de fonds, des manteaux pour le dîner, mais c'est agréable de pouvoir enfin se détendre et nous habiller, Anne et moi, comme à la maison. Mais ce dîner a aussi l'occasion pour les candidats de se moquer l'un de l'autre. Aujourd'hui, je suis allé faire des courses tôt dans les magasins de Midtown. J'ai entendu que le gouverneur Romney y faisait aussi ses courses. J'ai aussi entendu certaines personnes dire « Barack, vous n'êtes plus aussi jeune. Où est ce sourire d'or? Où est ce peps dans votre démarche ?» Et je me dis « Calme-toi, Joe. J'essaie juste de diriger une réunion du cabinet. » Mitt Romney et Barack Obama ont aussitôt repris le chemin de la campagne vendredi avant leur dernier débat prévu lundi prochain en Floride. Encore et toujours l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. À ceci s'ajoute le dépôt par le gouvernement du projet de budget de l'État pour l'exercice 2013. Voilà des sujets sélectionnés par Bijou Mbouyi dans la presse parue ce vendredi à Kinshasa. Revue de presse. Guerre dans l'Est, dépôt du projet du budget 2013 au bureau de l'Assemblée nationale. Voilà les deux sujets qui font la une des journaux parvenus à notre rédaction ce vendredi. Commençons par le budget 2013. L'Observateur annonce que le Premier ministre Matata Ponyo a déposé hier jeudi le projet du budget de l'État pour l'exercice 2013 au bureau de l'Assemblée nationale. Par cet acte, Matata Ponyo s'est conformé aux prescrits de la loi, mais aussi au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Selon le vice-premier ministre et ministre du budget, ce budget, permettez-moi la redondance, est empreint de beaucoup de réalisme dans la mesure où il donne au gouvernement ses moyens d'action. Réaliste également par rapport à la capacité réelle du gouvernement de mobiliser les recettes tant attendues par le trésor public. Quant aux chiffres, à ce stade, le gouvernement se refuse de révéler la hauteur du budget et réserve la primeur à la représentation nationale. Si l'Observateur n'avance aucun chiffre, la référence plus par contre parle de certaines indiscrétions qui affirment que ce projet du budget chiffre les recettes à 6 973 millions de francs congolais, soit 7,5 milliards de dollars américains, contre des dépenses de l'ordre de 6,78 millions de francs congolais, ce qui dégage un gap de 104,3 milliards de francs congolais. Et c'est un budget rénové, écrit l'avenir. En effet, pour la première fois, le gouvernement y fait figurer des recettes publiques collectées, utilisées dans le pays, mais jamais reflétées dans le budget. C'est le cas du FONER, du crédit carbone et du GOPAS. Abordons un autre sujet qui, depuis un certain temps, est quasi permanent, la guerre de l'Est. Le phare renseigne que le M23 fait monter les enchères sur cette guerre et exige un dialogue direct avec Kinshasa. Cette prise de position a été exprimée mercredi dernier par Jean-Marie Runiga, président de sa branche politique, alors qu'il se confiait à l'AFP à partir de Bunagana. S'il n'y a pas de négociations qui se font le plus tôt possible, il y a risque qu'il y ait des affrontements dans les jours qui viennent. Et il semble que le M23 assisterait sur la révision de plusieurs termes de l'accord du 23 mars 2009, signé sous la médiation des anciens présidents du Nigeria et du Kenya, ce que le pouvoir en place à Kinshasa ne semble pas vouloir. Pour le potentiel, l'offensive diplomatique s'impose pour couper court à toutes les machinations fomentées par des lobbies extérieurs qui soutiennent l'action du M23. La fin de cette guerre relève avant tout de la compétence du gouvernement. Néanmoins, le journal n'exclut pas les fronts militaires et politiques. L'offensive diplomatique amorcée à travers la CIRGL ne semble pas donner des résultats escomptés. Il n'est plus le temps d'utiliser la langue de bois et tourner autour du pot sans aborder le nœud du problème. Il faut des actes concrets, des gestes et des déclarations qui rassurent et non ce qui pourrait être assimilé à la compromission ou à la complaisance. Des actes et des déclarations, c'est bien, mais le palmarès, pour terminer aux dernières nouvelles, pense que la RDC est en perte de vitesse.
En effet, Kigali et Kampala ont lancé une action de lobbying pour rallier tous les chefs d'État des Grands Lacs africains. Le premier est le président angolais Dos Santos. Ce dernier vient officiellement d'épouser les thèses rwandaises qui veulent des négociations directes entre Kinshasa et Kigali comme seule solution à la crise congolaise. Nos agresseurs sont plus qu'actifs sur le terrain diplomatique, alors que du côté congolais, notre diplomatie est tombée en léthargie, complètement absorbée par les préparatifs du 14e sommet de la francophonie. Et le journal de s'interroger, comment remonter la pente? La question reste posée. Rosil Martin Bouyamba, c'est sur cette question que nous mettons un point final à cette revue de presse. Merci Bijou, cette Actu 7 est finalement terminée, mais l'actualité se poursuit, vous le savez, sur notre site internet www.lepotentielonline.com. Merci de nous regarder et bon week-end aux uns et aux autres.